France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce lundi 18 décembre. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end. Nous voici repartis en direct jusque 18h pour ce lundi, une nouvelle semaine qui démarre avec monsieur Nasser Lajili qui est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe. Bienvenue à toi, comment ça va? Merci, ça va très bien, impeccable. Après un bon week-end, voilà, la semaine commence bien. On est reparti évidemment avec vous. Alors de quoi allons-nous parler dans ton avis tranché tout à l'heure? Je crois qu'on va parler des SDF. C'est ça, c'est exactement. Le titre, c'est les SDF sont aussi des humains. Et on en rediscutera tout à l'heure, mais c'est une question qui est très sensible et qu'on oublie souvent d'ailleurs. N'oubliez pas, vous pourrez d'ailleurs réagir en disant le d'accord ou pas d'accord avec Nasser tout à l'heure. Juste après l'avis tranché, bien sûr. Le coup de cœur, tiens, faisant référence aux championnes du monde. C'est ça, exactement, du handball. On voit là hier qui ont fait un magnifique match et je voulais leur rendre hommage en disant que c'était magnifique ce qu'ils faisaient. Et c'était surtout une équipe de hand assez cosmopolite et à l'image de la France, quoi. Ah oui, bon, j'avoue que je suis pas très hand, mais pour le coup, ouais, bravo en tout cas pour elle. Puisque la France est championne du monde donc de handball et ce sont les femmes comme quoi. C'est ça, tout à fait. C'est parti messieurs dames pour le sommaire de cette émission. Premier jour de la semaine, soyez les bienvenus en direct. Nasser Lajili pour vous accompagner, vos appels au 01 40 33 9000. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, pour expulser un Algérien, la police française équipe d'une muselière. France, sans la réactivité, le téléphone portable d'un passager. Cette atteinte aux droits de l'homme aurait été inconnue du plus grand nombre le 3 décembre. Un voyageur d'un vol Paris-Alger a réussi à prendre quelques clichés d'un ressortissant algérien ainsi à quelques sièges de lui en plus des habituels menottes. On voit le refoulé, ainsi porter un casque matelassé et un masque chirurgical devant la bouche couvrant en grande partie son visage, faisant penser donc à une muselière. Deux policiers en civil sont assis à ses côtés et l'escortent. Une scène humiliante et dégradante. Nous y reviendrons dans un instant. Algérie, on connaît la date de la visite d'État de Emmanuel Macron en Algérie. C'est le 3 février que Emmanuel Macron se rendra à Alger pour la deuxième fois depuis son élection. Cette fois, la visite est qualifiée d'officielle et non amicale comme lors de son passage furtif le 6 décembre dernier. Selon un site d'information proche des généraux algériens, Macron passera 3 jours auprès de son hôte Abdelaziz Bouteflika. Une visite qui devrait donc ainsi satisfaire le régime algérien qui a mal vécu les 7 heures que Macron lui a consacrées la dernière fois. Discrimination, Mohamed Désiré ont 26 et 32% de chances en moins de louer un logement que Sébastien. Et pourquoi? Ils sont rares à vouloir porter plainte. Nous y reviendrons tout à l'heure. La question LGF, entre influence de Daesh, Al-Qaïda et les frères musulmans en voie de radicalisation, doit-on craindre pour l'Égypte un scénario à la syrienne? Vous répondez sur Facebook Christophe Le Grand Forum ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, Libertad, vous aurez la parole bien entendu au 01 40 33 9000, donc n'hésitez pas à la prendre. Et bon début de semaine, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour votre émission, votre talk de fin d'après-midi, le Grand Forum LGF. Oui, c'est là que ça se passe tous les jours, mesdames, messieurs, entre 16h et 18h, avec aujourd'hui, pour nous accompagner, monsieur Nasser Lajili. Et cette question que l'on vous pose aujourd'hui, en vue de l'influence de Daesh, d'Al-Qaïda, des frères musulmans qui sont en voie de radicalisation, peut-on craindre pour l'Égypte une scène à la syrienne? Évidemment, on le souhaite pas, mais pour l'heure, vous êtes quand même une grosse partie à penser que oui, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, LGF officiel pour voter. Nasser, est-ce qu'il faut s'attendre à une comparaison, j'allais dire, pour ce qui est de l'Égypte, de ces attentats qui se sont multipliés, qui ont été extrêmement meurtriers ces derniers temps? Est-ce qu'il faut s'attendre à une tentative de déstabilisation avec ces différents groupes terroristes qui s'infiltrent en Égypte? Ça c'est sûr. Bon, il faut toujours s'attendre à avoir une déstabilisation, bien sûr, en Égypte. Mais bon, l'Égypte est aussi, on va dire, protégée par l'Union européenne et les pays de l'Occident. Donc voilà, c'est pas la même situation que la Syrie. La Syrie a été abandonnée et d'ailleurs c'est ce qui a amené aussi à la catastrophe en Syrie. Donc voilà, après c'est mon point de vue, mais bon, peut-être En tout cas, point de vue. Vous continuez de voter évidemment sur Twitter, LGF officiel, et sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, et vous pouvez également nous donner votre avis en nous appelant au 01 40 33 9000. Une autre question aussi qu'on vous a posée à propos de Griezmann, apparemment il aurait fait une petite bêtise cette nuit là, hein, il aurait, visiblement. Allez voir la question, votez, puisque vous êtes très nombreux à voter concernant Griezmann, Antoine Griezmann, ce joueur de l'équipe de France qui s'est affiché apparemment
voilà, en mauvaise posture, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voter, voir cette question sur le Twitter LGF officiel. 01 40 33 9000. On va démarrer tout de suite sans plus tarder pour parler d'Emmanuel Macron, l'exécutif qui prépare, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, qui prépare actuellement un projet de loi sur l'immigration qui sera présenté au début de l'année prochaine. Un texte déjà dénoncé comme extrêmement répressif par les ONG. En cette journée d'ailleurs internationale des migrants, Jacques Toubon, le défenseur des droits, lui aussi hausse le ton, en cause notamment le climat qui règne en ce moment autour de cette question. Tout serait fait pour dissuader les migrants de venir en France. L'ancien ministre de la Justice s'insurge notamment contre l'absence de toute aide apportée à ceux qui traversent les Alpes actuellement en plein hiver. Au col de l'Échelle, ils sont au péril de leur vie. Jacques Toubon était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter. Je vous propose de l'écouter. Jacques Toubon. La situation des étrangers dans notre pays, y compris ceux qui résident dans notre pays, et d'autre part de ceux qui veulent y venir, les migrants, comme on les appelle aujourd'hui, il y a un défaut net par rapport au respect des droits fondamentaux. Et la situation que vous décrivez à la frontière italienne, et qui ressemble, dans d'autres conditions naturellement, à ce que nous vivons à Calais, ou à ce que nous vivons dans d'autres situations, sur les trottoirs du 19e ou du 18e arrondissement de Paris, par exemple, avec ces camps, ces sortes de bidonvilles qui se dressent, par exemple, à l'orée des bureaux où les personnes essayent de s'enregistrer. Eh bien, cette situation-là, elle est incontestablement en défaut avec les droits fondamentaux. Voilà, Jacques Toubon, donc le défenseur des droits et ancien garde des Sceaux, ce matin dans la matinale de nos confrères de France Inter. Apparemment, Nasser, cette loi va être extrêmement répressive. C'est la loi en tout cas, puisque Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, commence à en dévoiler quelques contours par rapport aux migrants. Emmanuel Macron qui préconise lui une extrême fermeté. Nasser. Oui, ben après bon sur la question des migrants, moi je trouve que de toute façon là on verra les choses nous diront. Il y a des choses qui vont commencer à sortir. Bon, j'ai pas énormément d'éléments là-dessus, mais on verra dans les prochains jours. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que les migrants, s'ils sont en France aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ils essayent d'échapper à la nécessité bien sûr de survie. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que malheureusement on essaie de leur taper dessus parce que c'est facile à s'attaquer aux personnes en difficulté, quoi, malheureusement. Ouais, absolument. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va être, à mon avis, un débat assez houleux du côté de l'Assemblée nationale et au sein même d'ailleurs de quelques députés de la République en marche qui risqueraient peut-être d'être choqués. C'est ce qu'ils ont, certains d'entre eux d'ailleurs ont commencé à dire que ils vont regarder quand même de très près cette loi que va proposer le gouvernement, ce projet de loi en début d'année. J'espère qu'ils auront du courage à le dire. Oui, fort. Oui, parce que c'est important parce que au sein de l'Assemblée nationale, il y a quand même des pressions qui se font aussi, au niveau des députés. Quand on est en désaccord avec la majorité, on risque de se faire sanctionner. Mais voilà. Bon, en tous les cas, on va reparler de l'Égypte avec Abdel qui nous appelle de Marseille. Bonjour Abdel. Oui, bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue. Alors la question que l'on pose aujourd'hui au vu de l'influence de Daesh, d'Al-Qaïda, des frères musulmans, est-ce qu'il faut craindre pour l'Égypte une scène à la syrienne, Abdel, selon vous? Absolument pas. Alors pourquoi, dites-nous? Parce qu'il a une armée. Ouais. Il a une armée trop forte. Et les mentalités égyptiennes ne sont pas la même que du pays de la Syrie, ne sont pas la même chose que la Syrie et le reste. C'est pas la même histoire. Il faut regarder l'histoire un peu. La Syrie, c'est géré de l'autre côté par l'Iran, par la Russie. L'Égypte, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle restera comme elle est. Donc, grâce, j'allais dire, d'après votre avis, grâce à son armée, l'Égypte ne risque rien. Elle existera toujours. Ouais. Merci Abdel pour votre point de vue, en tout cas depuis Marseille, et à très bientôt en direct sur France Maghreb 2. Merci. Merci à vous Abdel. Bon, l'armée, selon Abdel. Ouais, mais l'armée, faut pas oublier. On va peut-être rétablir quand même ce que dit Abdel. La Syrie n'est absolument pas dirigée par l'Iran et par la Russie. Ce sont deux alliés qui effectivement sont venus aider
la Syrie durant cette guerre qui a commencé depuis 2011. Mais c'est pas l'Iran et la Russie qui dirigent la Syrie. C'est clair, mais après, il faut pas aussi oublier ce qu'a fait l'armée en Égypte quand il y a eu le soulèvement. Voilà, ils ont quand même, ils ont pas hésité à tuer des gens et à massacrer des personnes. Donc voilà, je pense que ça c'est aussi important de soulever, et c'est pas forcément, on va dire, la bonne image qu'on peut avoir de l'Égypte. Bon, en tout cas, vous continuez de répondre à cette question, bien sûr, en nous appelant 01 40 33 9000 et puis surtout en votant sur les réseaux sociaux que sont Facebook ou Twitter, LGF officiel, Facebook Christophe Le Grand Forum. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous, ça va? Oui, ça va, oui. Oui, simplement ce que je peux dire, et je vais répondre à la question. Vous savez que la Syrie et l'Égypte, c'est pas pareil, parce que il faut dire qu'en Syrie, il faut à qui profite le crime sur l'invasion de Daesh en Syrie. C'est-à-dire ça arrangeait plus un pays dictateur que les rebelles. C'est-à-dire quand vous voyez que la France a vraiment changé d'avis, que le Qatar, la Turquie qui était avec les rebelles syriens à cause de ces, que je peux dire, de ces crapules-là de Daesh, vraiment la révolution syrienne a été. Mais je pense qu'en Égypte, je ne pense pas à l'Égypte. Ça existe uniquement au Sinaï, donc je pense pas, mais ça risque, on ne sait jamais avec la Libye. Et je reviens sur un petit mot rapidement à propos de Johnny et de la... Non, c'est bon, Johnny, on en a parlé suffisamment. Merci beaucoup, Kamel. À chaque sujet, on va pas non plus... C'est pas une tribune, mon cher ami Kamel. Faut lui expliquer 100 fois, Kamel, il comprend pas encore. Hein, bon. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, pour répondre à cette question aujourd'hui que l'on vous pose. Maintenant, j'ai envie de vous raconter une histoire pour commencer cette émission. Mais avant de vous raconter cette histoire, un petit mot de la Tunisie, tiens, Nasser, et la fin de ce que l'on a appelé l'affaire du bisou. Nessim, qui vient de sortir de prison, ce Français de 33 ans a passé 2 mois et demi en détention. Il était venu en Tunisie fin septembre pour voir sa petite amie. Le jeune cadre marseillais, fin septembre, donc profitait d'un week-end pour retrouver son amie tunisienne, sorti dans un lieu proche, branché quelques verres et puis une halte près de la plage. C'est là, en banlieue nord de Tunis, dans leur voiture, que des policiers tunisiens affirment avoir surpris le jeune homme franco-algérien et son ami en plein acte sexuel, ce que les intéressés démentent. Contrôle d'identité, détour au poste de police et haussement de ton entre 2 et 3 heures du matin. Après les formalités d'usage, une relance du jeune homme aurait aggravé la situation. Je veux vos noms, vos matricules, et j'ai l'intention d'en parler à mon ambassade. De nombreux avocats et la société civile tunisienne se sont très vite mobilisés pour dénoncer des vices de procédure. Condamné à 4 mois de prison ferme pour atteinte à la pudeur et outrage, le trentenaire marseillais a retrouvé la liberté 2 mois et demi après son interpellation. Son amie a été, elle, libérée le mois dernier. C'est vrai que ça avait fait beaucoup de bruit cette affaire, hein, Nasser, en Tunisie. Eh ben oui, après bon, franchement je trouve que c'est une histoire quand même qui est un peu compliquée, parce que voilà, il y a des paroles qui sont dites par les uns et par les autres, et on peut pas forcément vérifier tout ce qui a été réellement fait voilà, là, sur place. Oui. En tout cas, ça avait suscité beaucoup de réactions, y compris d'ailleurs ici lorsqu'on avait évoqué cette affaire. Voilà, beaucoup jugeant, à la limite, on peut faire ce qu'on veut, mais pas forcément où on veut. Docteur est avec nous. Bonsoir, docteur. Tiens, oui. Pour répondre à cette question d'aujourd'hui, mon cher ami docteur, concernant l'Égypte et les craintes, oui, pardon, que l'on peut avoir vis-à-vis de l'Égypte. Oui. Voilà. Donc bonsoir. Bonsoir docteur, on vous écoute. Oui, voilà, bonsoir monsieur Christophe, monsieur Nasser, voilà, donc moi je vais faire la médiane, ce qu'on appelle en mathématiques, entre vos auditeurs, ce que vous parlez. Donc on va se référer à notre président, monsieur Macron, pas plus tard qu'hier, voilà, et le ministre des Affaires étrangères il y a 2-3 jours, en conférence de presse, sur la Syrie. C'est pas la même chose, ils ont raison vos auditeurs, la Syrie est 9 pays. C'est la grande Syrie qui était concentrée en petite Syrie actuelle en 37. On en a discuté avec monsieur Khaled Léon l'Africain il y a 6 ans. Ça passe le temps, monsieur Christophe. Donc, si vous voulez, la petite Jordanie qu'on a actuellement, la Cisjordanie, la Transjordanie, la Jordanie actuelle, qui a été ramassée après Sykes-Picot pour les rois qui sont chassés d'Arabie.
pour remplacer. La Palestine actuelle, on revient pas, c'est un autre sujet. Et un bout de l'Irak, voyez-vous, et le Liban, le grand Liban actuel. Donc, si vous voulez, c'est actuellement, monsieur, c'est pas question d'armée. L'armée syrienne est très forte, qui a été abandonnée par Charles de Gaulle en 47. Il voulait rien après le départ, l'indépendance. L'Égypte, c'est vrai, c'est une grande armée, mais le problème, c'est qu'en Égypte, il y a le Copte et les Arabes, enfin ce qui descendent des pharaons. Alors qu'en Syrie, il y a 9 nations reconnues par Madame la France. Là, il a dit, le ministre des Affaires étrangères, il y a 9 pays, le pays chrétien dans le sud, le pays druze qui vont enjamber vers la Jordanie et Israël. Ouais. Il y a le pays musulman, il y a le pays d'Alep, il y a le pays des Arabes, là c'est où il y a Daesh qui sont venus, le Boukamal et compagnie. Il y a le pays kurde, tiens, avant d'oublier, les pays turkmens. C'est ensemble de pays. De toute façon, il a dit, monsieur, comment s'appelle notre président, monsieur Macron, il a dit hier, on en discutera à partir de février, quand on va gagner Daesh avec Bachar. Et après, ça va être jugé par son peuple. Il sait, il sous-entend quand même, De Gaulle, il a fait bien la Syrie, plusieurs républiques. Donc maintenant, revenons à l'Égypte, à votre question. Jamais l'Égypte est d'abord soutenue, c'est pas faux, il est allié avec l'Occident depuis Camp David. Alors que c'était avant, allié à l'époque de Nasser avec l'Union soviétique. Ça, c'est connu. La Syrie c'est un allié indéfinitif. Il l'a dit, Poutine. De toute façon, il va garder Hamim, c'est-à-dire l'aéroport hyper sophistiqué. Il va même l'agrandir au cœur de la Syrie actuelle, plus Tartous. Donc, malheureusement, pour les Syriens, leur seule issue, c'est une fédération. On en a parlé, on revient, on rabâche. Je pense que monsieur Macron va aller vers la fédération syrienne. C'est tout. Sinon, la guerre va encore prolonger 15-20 ans. Voilà. Mais merci, docteur. Jamais l'Égypte, il y aura ça. Il y aura des petits attentats, mais l'Égypte restera quand même protégée par l'OTAN. Voilà. Merci, docteur, pour votre avis. Très argumenté pour le coup, avec des faits historiques. Donc, parfait. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, 01 40 33 9000 pour répondre à cette question ou réagir par rapport au thème que l'on évoque, évidemment. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Méziane. Oui, bonsoir à vous. Excusez-moi, je viens de prendre l'antenne en route là. Oui. J'ai entendu le docteur, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, voilà, la partie de ce que j'ai entendu. Et moi, je suis allé hier à la place du Châtelet. Malheureusement, on n'était pas suffisant. Ah oui, il y avait une manifestation pour la Palestine hier, oui. Eh oui, je suis allé. Et puis le coup de vis qui a été fait, c'est que bon, ils ont demandé une autorisation comme la loi l'exige. Demande. La loi leur ont dit il n'y a pas de problème. Et ils avaient donné le trajet de Châtelet à l'ambassade des États-Unis. Oui. Et puis après, le jour où la manifestation devait avoir lieu, c'est-à-dire ils ont attendu le jour de la manifestation pour leur dire non, vous restez sur place. Ah, parce donc que c'était c'est plus une adresse sensible des États-Unis. Ah oui. Donc oui, les États-Unis c'est sensible, Israël c'est sensible. Par contre, pour intervenir en Arabie, au Moyen-Orient, là c'est pas sensible. Là, on peut intervenir partout chez les Arabes. Donc en fait, la manifestation s'est retrouvée une manifestation statique. Quand on est sur la petite place du Châtelet, c'est-à-dire invisible, quoi. Il y avait combien de personnes, Méziane? Bon, il y avait peut-être 400, 500 personnes, même pas. Ah ouais. Entre 400 et 500 personnes. Bon. Donc, ce qui fait que, d'une certaine manière, c'était misérable, triste et dégueulasse. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas... Il y en a certainement qui ont dû aller directement devant l'ambassade des États-Unis. Donc, ils ont fait en sorte pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, en fait, qu'il n'y ait pas de manifestation, qu'on ne soit pas visible. Et pour finir, je voudrais tout simplement dire, malheureusement, en ayant épuisé depuis 70 ans à peu près toutes les résolutions de l'ONU qui n'ont pas été tenues, les seuls complices, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, il ne faut pas tenir compte de quiconque, c'est nos gouvernants des pays arabes. Tant qu'ils seront soumis à leur pouvoir, au pouvoir des États-Unis et pour garder leur place, eh bien, nous n'arriverons jamais à rien. Donc, je crois qu'on devrait balayer chez soi, malheureusement, parce qu'il ne faut pas compter sur les autres. Merci Méziane. Voilà, en tout cas pour avoir pris des nouvelles effectivement de cette manifestation hier qui s'est retrouvée donc à être une manifestation
statique, alors qu'il y avait une marche de prévue jusque l'ambassade des États-Unis au départ de la place de Châtelet. Je voudrais dire juste un mot concernant les manifestations pour la Palestine et tout ce qui peut être de solidarité, on va dire, contre les injustices dans ce monde. C'est vrai, effectivement, malheureusement, on se retrouve souvent dans des manifestations, parce que j'y vais souvent dans les manifestations, et ce qui est triste, le constat est là, c'est que malheureusement les quartiers populaires ne viennent pas représenter, on va dire, cette demande que le peuple palestinien demande depuis des années, c'est de les soutenir, les accompagner et de dénoncer tout ce qui se passe. On les a souvent vus d'ailleurs, et je trouvais que c'était magnifique et c'était extraordinaire. C'était en 2014 quand Gaza s'est fait bombarder. On avait vu les rues de Paris plein craquer. On avait des jeunes des quartiers qui demandaient de venir manifester malgré les interdictions que Valls nous avait fait à l'époque. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut que aussi nous on prenne la responsabilité de dire que c'est triste de voir que malheureusement on retrouve pas forcément des gens issus de l'immigration à la grande majorité dans ces manifestations. Bon voilà, et je le dis parce que c'est par connaissance. Je vois aussi dans les réunions qui concernent la Palestine, je participe à ces réunions et c'est pas forcément ceux qu'on connaît et qui dénoncent au quotidien la cause palestinienne et que voilà, on les voit pas et ça franchement ça me rend triste parce que on se retrouve toujours derrière des situations compliquées. Absolument. Allez, on est de retour très vite dans un instant. On va parler des SDF au travers de l'avis tranché de Nasser Lajili. Un avis tranché auquel vous pourrez évidemment réagir. D'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili. Le standard, toujours le même numéro de téléphone à votre disposition. Il est gratuit, profitez-en. 01 40 33 9000. Si vous nous appelez d'ailleurs de l'étranger, je vous salue, où que vous soyez dans le monde. 00 33 1 40 33 9000. Bienvenue à tous. Bon début de semaine. Bon début de soirée. Ça sent bon les vacances pour beaucoup là. Fin de semaine, ça y est, c'est parti. Et les fêtes de fin d'année que l'on vous souhaite d'ores et déjà excellentes, bien sûr, qu'elles vous couronnent toutes et tous. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Je rappelle à tous les auditeurs auditrices que vous êtes les bienvenus, bien sûr. Vous allez pouvoir réagir à l'avis tranché, puisque le voici, le voilà, pour démarrer tout de suite le premier avis tranché de la semaine. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. L'avis tranché de Nasser Lajili sur France Maghreb 2 et vous pourrez appeler juste après au 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui. Les SDF sont aussi des humains, Nasser. C'est ça, tout à fait. Alors si j'ai utilisé ce titre, c'est tout simplement parce que chaque SDF découvert mort de froid, il a vu passer devant lui en moyenne pas moins d'une centaine de personnes, dont aucune n'a pris soin de vérifier son état. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la non-assistance à personne en danger. Qu'est devenue notre société? Devons-nous oh là là, j'ai eu du mal là. Devons-nous être fiers de ça? Devons-nous l'accepter? Je ne pense pas. Être sans domicile fixe, ça peut arriver à tout le monde parce que la vie n'est jamais une ligne droite et que beaucoup d'événements peuvent faire que demain, on peut se retrouver à la rue. Parmi les SDF en France, il y a des réfugiés venus des pays lointains et non par choix mais par nécessité de survie. À cause des guerres qui sévissent chez eux, guerres auxquelles la France et ses alliés ne sont pas étrangères. Il ne faut pas l'oublier. Il faut que tous les lieux et bâtiments vides servent impérativement de refuge et restent accessibles tout l'hiver aux plus démunis. L'obligation d'assistance à personne en danger doit être imposée à chaque maire afin de faire ouvrir des locaux chauffés pour protéger la vie de ces personnes en danger. Surtout les mois les plus froids, mais pas seulement, car des enfants meurent aussi chaque année dans les rues de Paris. Toutes les personnes vulnérables et sans moyens doivent être secourues, soignées et assistées parce que nous sommes les pays des droits de l'homme. Nous sommes l'Europe, nous sommes les pays riches et qu'il est inconcevable et insupportable d'imaginer que nous laissions encore mourir de froid et de faim des êtres démunis de tout. Malheureusement, la politique de Sarkozy à Macron, en passant par Hollande, cela fait 3 candidats présidents qui promettent de résoudre totalement le problème des manques d'hébergement pour les SDF. Et puis, une fois élus, plus rien, nada. Et Macron préfère sans craindre l'indécence aller parader en visitant un resto du cœur, peu avant d'aller fêter son anniversaire au château de Chambord. C'est aussi un moyen, et c'est important de le soulever aussi, méritoire de voir que les maraudes à l'initiative d'associations et des jeunes de quartiers populaires, avec des moyens uniquement
issues de la générosité de la population, elles peuvent apporter alimentation et réconfort, mais en aucun cas des solutions durables d'hébergement. C'est triste de rappeler que malheureusement en 2016, plus de 510 personnes sont mortes dans les rues en France. Il est temps de stopper tout ça. Et Christophe, c'est très urgent car l'hiver est là. Voilà Christophe. Merci beaucoup Nasser Lajili pour cet avis tranché évidemment. Alors d'accord ou pas d'accord, bon sans nul doute que beaucoup seront d'accord évidemment. J'espère. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Nasser Lajili. Un avis tranché que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Facebook France Maghreb 2, que vous pouvez d'ailleurs par là même, c'est aussi un moyen de dénoncer, partager sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, voilà, France Maghreb 2, pour aller voir à quoi ressemble Nasser, et surtout pour partager son avis tranché, bien sûr, parce qu'au-delà de voir à qui il ressemble, c'est surtout le contenu qui est le plus intéressant. C'est le plus important, je pense. Voilà, effectivement. Allô, bonsoir. Allô, une fois, deux fois. Y a-t-il quelqu'un? Non, il y a personne. Très bien. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Nasser Lajili sur évidemment les SDF. C'est vrai qu'on est beaucoup à en parler en période d'hiver, mais les SDF c'est tout au long de l'année, Nasser. Hein, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je rends souvent hommage aux personnes des quartiers populaires, parce qu'ils sont amenés à faire énormément de maraudes. Et d'ailleurs, je rends hommage aux associations comme Banlieue Plus, Entraide et Bienfaisance de Gennevilliers et plein d'autres associations, parce que ces gens-là, ils sont quotidiennement à l'extérieur pour essayer d'aider ces personnes qui sont malheureusement isolées et oubliées. Voilà, et franchement là-dessus, je peux que leur rendre hommage. Khalid, d'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili, Khalid? Allô, Khalid? Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, Khalid, vous nous appelez d'où, Khalid? De Créteil. D'accord, alors d'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili sur le SDF? En fait, je m'excuse, je vous appelais par rapport au sujet d'Égypte. Ah, d'accord. Je suis vraiment désolé parce que je viens de réussir à vous avoir au téléphone. Ouais. Alors, je voulais parler par rapport au sujet de l'Égypte. Faut-il craindre une scénario à la syrienne? C'est la question qu'on pose aujourd'hui, oui. Oui, je le crains, mais pas par rapport aux mêmes causes. Là, on a devant nous un régime qui n'est pas légitime. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. On peut parler de coup d'État pour Sisi, oui. Et ce que je crains, c'est une révolution populaire. Il y a une grosse répression en Égypte aujourd'hui. Oui. Au niveau médiatique, au niveau populaire. Donc ça met un environnement très réceptif à toute radicalisation. Très bien. Donc si jamais il y a des groupes radicaux qui veulent s'infiltrer et profiter de la situation de répression en Égypte, ça va vite s'enflammer. Donc c'est le régime le premier responsable de cette situation. Oui, on a bien compris. Crainte donc partagée. Merci beaucoup en tout cas à vous et bon après-midi du côté de Créteil. Bonne soirée. À vous aussi. Vous partez un petit peu en vacances ou pas? Oui, je pars bientôt au Maroc. Oui. Ah, très bien, vous allez passer les fêtes de fin d'année au Maroc, alors très bien. Bonnes vacances en tout cas à vous, merci beaucoup. Il y en a qui ont de la chance. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler. N'hésitez pas à partager donc l'avis tranché de notre ami Nasser Lajili sur Facebook, France Maghreb 2. Il y était en direct, voilà. Allez, on va maintenant enchaîner, parce que je voulais vous raconter quand même cette histoire avant la pub. Je vais vous raconter donc cette histoire qui, grâce, il faut le rappeler, à un passager et sa réactivité de ce passager et son téléphone portable, en l'occurrence, qui sert bien dans bien des situations pour le coup, cette atteinte aux droits de l'homme aurait été inconnue du plus grand nombre le 3 décembre. Un voyageur d'un vol Paris-Alger a réussi à prendre quelques clichés d'un ressortissant algérien assis à quelques sièges de lui, en plus des habituelles menottes. On voit le refoulé portant un casque matelassé et un masque chirurgical devant la bouche, couvrant en grande partie son visage, faisant penser donc à une muselière. 2 policiers en civil sont assis à ses côtés et l'escortent. Une scène humiliante et dégradante pour le coup. Ce passager raconte que ce refoulé leur avait demandé aux policiers: pourquoi vous m'avez mis ça? Je ne suis pas un chien, je suis comme les autres voyageurs, a-t-il dit. Avec les 2 voisins de rangée, nous avons alors signalé notre mécontentement et demandé aux policiers de lui enlever le casque. Ils nous ont dit non, que le détenu risquait de les frapper ou de leur cracher dessus, a déclaré donc un voyageur
d'ailleurs à nos confrères de France 24. Voyant que les autres passagers étaient indifférents et que les policiers avaient l'air professionnels, nous n'avons pas insisté. La situation se serait alors envenimée lorsqu'une autre passagère est intervenue pour déclarer publiquement qu'il ne fallait pas soutenir ce détenu, mais plutôt les policiers qui font un travail difficile. Le refoulé se serait alors énervé pour le coup et aurait insulté tous les passagers de l'avion, s'insurgeant contre leur indifférence. Il n'a pas fait de mouvement brusque, raconte ce monsieur. Il n'a pas essayé de se débattre, juste exprimé donc sa colère, témoigne un passager. Un autre voyageur se souvient, ce qui m'a le plus choqué, c'est que personne dans l'avion n'a réagi à part moi et les deux passagers de mon rang. Cet homme était pourtant menotté dans le dos, rappelant qu'il portait donc une espèce de muselière comme un chien. On voyait à peine son visage, c'est assez choquant et humiliant. Au début, j'ai pensé que les policiers lui enlèveraient dès que l'avion aurait décollé, mais en fait non. Le détenu était parfaitement calme. Il a protesté une fois contre le casque et s'est emporté que lorsque cette dame l'a provoqué. Continue ce passager dans son récit. Alors, l'utilisation, Nasser, auditrice auditeur, de ce casque est-elle légale dans une instruction émise par la police générale de la police nationale, donc en 2003, portant sur les éléments utilisables pour maintenir un détenu récalcitrant. Aucune mention n'est faite d'un casque ou d'un masque. Il est clairement détaillé que seules les menottes et les ceintures sont utilisables par les escorteurs. Contacté par la rédaction de France 24, le ministère de l'Intérieur estime que le casque est actuellement proscrit par aucun texte et que son usage sera expressément prévu dans la prochaine instruction sur l'éloignement en cours d'écriture. Nos confrères ont demandé au ministère juridique prévoyant clairement son utilisation, ce qui n'a pas été en mesure de faire pour l'heure. Le ministère a par ailleurs indiqué que le casque servait à protéger le passager de lui-même, pas à l'entraver, et que le maintien du casque tout au long du vol était très exceptionnel, mais justifié par l'état d'agitation du détenu. Le ministère rapporte que ce détenu s'était signalé en centre de rétention administrative par un comportement particulièrement violent, nécessitant de plusieurs mises à l'isolement. Il a insulté les policiers à plusieurs reprises et les passagers donc tout le vol. C'est ce que raconte ce rapport et a dû rester menotté. Donc détaille le ministère en référence donc au rapport que leur a fourni les deux policiers qui étaient à bord et qui accompagnaient ce monsieur. Cette version des faits ne correspond pas au témoignage des passagers qui affirment que le détenu était pour la plupart du temps calme et silencieux, hormis donc un moment de colère qui a duré en moyenne 5 minutes, nous racontent ces personnes. Alors pour le défenseur des droits maintenant, cette pratique est choquante en soi. L'utilisation de ce casque n'a pas de base légale. Les autorités jouent sur les mots en disant que ce casque sert à protéger le détenu, mais ne le considérons comme un moyen d'entrave utilisé ainsi comme des menottes. Il est illégal. Dans les lieux de privation de liberté, l'usage de ce type de casque existe et doit être encadré avant de conclure dans un avion où il y a des dizaines de passagers. Il s'agit d'un traitement inhumain et dégradant. Donc la position du défenseur des droits est très claire. Nous sommes contre son utilisation lors des reconduites à la frontière. Nasser, est-ce que cette histoire te choque d'abord? Même choque et je la trouve lamentable. Voilà, aujourd'hui, ce qui est triste, ce qui est dangereux, c'est que on a malheureusement vu, chacun a pu voir sur les réseaux sociaux, cette photo qui a marqué les esprits. Mais de mettre quand même un casque pour essayer moi j'en veux beaucoup aux autorités algériennes parce que les autorités algériennes devraient intervenir en disant que c'est pas comme ça qu'on traite nos ressortissants. Voilà, qu'il soit aujourd'hui une personne sans papier. Et d'ailleurs, ça a toujours mal fonctionné. Ça s'est toujours dégradé. D'ailleurs, la situation des personnes qui étaient sans papier pour les expulser, on les emmène dans des situations très compliquées, très difficiles, parfois violentes. Et là, mettre un casque comme si c'était un chien, je trouve que c'est lamentable, c'est honteux. Il y a le commandant de bord aussi qui est libre d'accepter ou pas d'ailleurs celui qui est refoulé, bien sûr, pour des raisons de sécurité ou pour justement des raisons qui fait que cette image pourrait susciter un certain nombre de réactions hostiles à ce qui se passe. Donc le commandant de bord peut très bien dire, puisqu'il est le maître à bord en l'occurrence, il n'est pas question que j'accepte ce passager dans mon avion. Bien sûr, mais ça malheureusement ça n'a pas été le cas.
Et bon, l'affaire maintenant est passée, mais j'espère tout simplement que voilà, les autorités algériennes vont monter au créneau là-dessus pour qu'il y ait un minimum de respect là-dessus. Témoignage peut-être, vous qui nous écoutez cet après-midi, vous prenez très très certainement, pour certains d'entre vous en tout cas, beaucoup l'avion pour aller donc en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Est-ce que vous avez eu à rencontrer ce type de, alors peut-être pas la manière dont ça s'est passé, mais est-ce qu'il y a eu comme ça dans votre avion des reconduites à la frontière qui se sont un peu mal passées? Racontez-nous un petit peu sur la base de témoignages. Allô, bonsoir. Mon cher Christophe, comment il va? Bah, il va bien, monsieur Karim. Comment ça va? Comme toi, mon ami. Alors, choqué ou pas choqué, Karim, par cette histoire? Bah, moi, je suis choqué, mais d'un autre côté, moi, je suis vachement partagé. Je vais te dire pourquoi. Parce que ton invité, c'est Mustapha, je crois, c'est ça? Non, c'est Nasser. C'est Nasser. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. À mon âge, tu sais, maintenant. Non, mais quand il dit les autorités algériennes devraient intervenir quand ils voient comme ça qu'un de leurs ressortissants est maltraité. Bah, c'est vrai ce que tu dis, mais moi je pense que la meilleure façon qu'auraient les autorités algériennes de protéger leurs ressortissants, c'est de les garder chez eux, leur donner du travail, leur donner du logement, leur donner une partie du gaz et du pétrole dont l'Algérie regorge. Je pense que c'est beaucoup mieux que de dire à la France, vous n'avez pas de menottes à mettre à tel et tel ressortissant. Parce que c'est trop fort. On ne peut pas à la fois chasser les gens de chez eux, parce que le gouvernement algérien planifie l'immigration, parce qu'il se dit, moins il y en a, et moins le gâteau est à partager, et ensuite reprocher aux gens qui te disent, écoutez, maintenant ça suffit, trop c'est trop, gardez vos gens chez vous, de leur reprocher d'avoir... Moi je suis pour une politique ferme, en tout cas, en matière d'immigration. Tous les pays en guerre, je suis d'accord pour qu'on accueille les Yéménites, les Irakiens, les Syriens, mais je suis désolé, quand un Marocain, un Algérien, un Tunisien vient réclamer l'asile politique en France, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et je vais vous dire quelque chose, parce qu'en Algérie, on n'est pas persécuté. Moi, j'y vais 4 fois par an, j'ai jamais été persécuté. Il y a 40 chaînes de télévision, il y a 60 partis politiques. Alors, il faut quand même peut-être pas pousser, hein. Et puis, je vais vous dire une dernière chose. Le problème, et je peux me permettre de le dire, parce que je sais que si j'étais marocain, ça soulèverait un grand tollé, mais moi, l'Algérie, les Algériens ont perdu leur honneur et leur dignité. Ils sont prêts à tout, vous m'entendez, à tout pour avoir une carte de séjour, une carte vitale ou un visa. Et le problème, c'est que j'ai une amie qui travaillait à l'OFPRA, bon, elle a quitté en 2015, elle est partie à la retraite, et elle me disait, vous savez, les dossiers des Algériens, ils arrivent comment? Avec 3 critères. Je suis kabyle, chrétien et homosexuel. Voilà pourquoi je demande. Les gens en sont arrivés à dire n'importe quoi pour pouvoir immigrer. Et je pense que la France, chez elle, elle a le droit de dire, écoutez, moi, j'accueille les pays en guerre, j'accueille les apatrides. Macron, il a dit, écoutez, vous me faites croire qu'au Maroc, mais écoutez, les gens, il y a 50 000 Français qui vivent au Maroc, pourquoi eux, ils ne se sentent pas persécutés? C'est pour ça que moi, je dis, il faut être clair, on ne peut pas continuer comme ça, parce que, moi, j'entends des Algériens, quand je parle avec eux, ils me disent, ouais, la France, elle profite, elle nous prend nos ingénieurs, elle nous prend nos médecins, qu'elle paye au lance-pierre. Jusqu'à preuve du contraire, ces ingénieurs, ces médecins, la France va pas les chercher, c'est eux qui viennent. Et c'est eux qui acceptent de travailler comme des dingues pour le SMIG. Donc, moi, je défends pas la France à tout prix, hein, mais je dis simplement que la France, chez elle, elle a le droit de fixer des règles, et c'est pas un déshonneur que tu fixes des règles. On va voir, Nasser, t'es d'accord avec Karim? Je suis pas forcément d'accord, parce que bon, après, faut aussi voir la situation sur place. Après, moi, je sais pas comment ça se passe en Algérie. Quoi, en Algérie, non, mais sur le fait qu'on des demandeurs d'asile qui viennent du Maghreb, faut arrêter 5 minutes quand même. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, on n'est pas persécuté, à ce que je sache. Ah non, pas du tout. Non, effectivement. Après, donc il n'y a pas d'asile politique à demander pour un Maghrébin. Je suis d'accord. Je sais pas, je pose la question. Qui disent que ce sont des réfugiés politiques, économiques, ça je veux bien l'admettre. Oui. Mais qui viennent pas dire qu'ils sont persécutés. En Algérie, j'étais étonné l'autre jour, j'ai allumé la télé, il y avait une messe en direct de Tizi Ouzou. Mais je vais dire qu'on arrête de dire que les chrétiens sont persécutés en Algérie. Il faut arrêter, c'est de la désinformation. Ça, c'est les gens du MAC et compagnie, hein, parce que en Algérie, c'est pas le paradis sur terre, sinon j'y serais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Mais j'ai connu l'Algérie pire que ça, et j'ai connu une Algérie plus dictatoriale que ça. Et je veux dire, en Algérie,
Je veux dire que t'as beaucoup plus... Et c'est des journalistes algériens qui l'ont dit qu'en Algérie, ils étaient beaucoup plus libres pour parler de certains sujets qu'en France. Allez faire un débat sur Israël en France, vous allez voir. D'accord. Bon, alors... Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Karim. Merci. Bon, Karim, un avis bien tranché pour le coup. Hein. Bon, en tout cas, on poursuit avec vos appels évidemment. Alors, racontez-nous, moi j'aimerais bien avoir des témoignages de ceux qui ont pris l'avion là par rapport à cette histoire que je vous raconte, donc de cet homme qui a de se refouler, donc reconduit à la frontière entre deux policiers, un homme, un Algérien en l'occurrence, donc ramené dans son pays à bord d'un avion avec un casque et un masque chirurgical, un casque matelassé et un masque une question, chirurgical. Oui. Je sais pas si tu as peut-être la réponse là-dessus, mais je crois que c'est Air France. Oui, c'est Air France, bien sûr, oui. C'est comme c'est la France qui raccompagne. Oui, c'est Air France. Ce qui serait intéressant, c'est aussi que les passagers portent plainte contre la compagnie aérienne parce qu'ils ont payé quand même leur place et bien évidemment demander des remboursements parce que par rapport à la situation ils portaient plainte par rapport à ce qui se passe au sein de leur vol. Voilà, ça c'est important aussi de soulever et mais de toute façon comme le rapporte cette histoire et on peut le voir aussi quotidiennement Nasser malheureusement les gens en ont absolument rien à foutre, pardon de parler comme ça, de ce qui se passe autour d'eux. C'est triste à dire. Dans le métro, dans la RER, j'aimerais rappeler quand même qu'il y a quelques années, il y a pas si longtemps que ça, une femme s'est fait violer en pleine heure de pointe, sans que personne ne réagisse. C'est vrai. Ce sont des lâches pour moi. Triste. Voilà. Bien sûr, on est d'accord. Abdelrahman, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nasser. Bonsoir. Je voulais intervenir par rapport aux expulsions des Algériens. Des expulsions en général, en l'occurrence, c'est un Algérien dont il s'agit pour cette histoire. Oui, mais en fait, c'est le seul pays, au Maghreb qui accepte d'expulser leurs ressortissants. Parce qu'en fait, ils envoient au dépôt un fonctionnaire de l'ambassade pour reconnaître les Algériens qui sont au dépôt. C'est-à-dire quand ils sont interpellés par la police sans papier, ils les amènent au dépôt au tribunal. Ouais. Donc c'est le seul pays qui accepte ça. L'Égypte, par exemple, ou le Maroc ou la Tunisie, ils n'envoient pas un agent de l'ambassade pour y aller identifier leurs ressortissants. Mais sauf l'Algérie, parce qu'ils ont un accord pour expulser les Algériens. Et en plus, c'est l'Algérie, c'est Air Algérie, par exemple, ou c'est l'Algérie qui paye le billet de la personne qui est expulsée. Donc moi je dirais ça, c'est grave, parce que l'Algérie, elle fait rien du tout. Abdelrahman, permettez-moi, je ne remets pas en cause ce que vous dites, hein, mais ça mérite vérification quand même. Je sais que le dernier cas là de l'anecdote que Christophe vient de soulever tout à l'heure, c'était la compagnie aérienne d'Air France. Donc voilà, ça c'est. Oui, mais quand même il y a des accords, c'est-à-dire le billet, c'est l'Algérie qui paye ça. Je ne sais pas, ça reste à vérifier. Ils ont envoyé avec Air France parce qu'il y avait une place qui était disponible. C'est pour cela. Donc d'habitude, ils envoient avec Air Algérie, mais quand Air Algérie c'est complet, ils vont prendre n'importe quelle compagnie, Aigle Azur ou Air France, et c'est l'Algérie qui paye le billet. Parce qu'en fait, comment ça se passe au dépôt, au tribunal? Si l'individu ne reconnaît pas sa nationalité, le juge va le libérer. Parce qu'il ne peut pas le garder plus de 2 mois au dépôt. Sauf que l'Algérie, elle envoie un agent, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'ambassade, pour y aller identifier l'individu. Après, c'est facile d'identifier l'Algérien, avec son accent, avec, je sais pas quoi, c'est son nom, son prénom, machin ici. Puis le mec, dès qu'il dit je suis Algérien, le fonctionnaire signe son expulsion. Et puis le juge va donner un arrêté d'expulsion. On va vérifier ça, Abdelrahman. En tout cas, merci de votre appel pour vos commentaires. C'est vrai que on va vérifier tout ça. Vous inquiétez pas. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au zapping avant justement de retourner en Algérie, puisque ça y est, on connaît, messieurs dames, la date de la visite d'État officielle d'Emmanuel Macron, parce qu'il était venu de manière furtive d'ailleurs au mois de décembre dernier, le début décembre, durant 7 heures. Et ben là il va revenir pour 3 jours à compter du 3 février. On en reparle dans un instant, mais pour commencer ce zapping, Ami Nasser, auditeur, auditrice, il y a pas mal de coups de gueule dans ce zapping le lendemain donc de l'interview de Emmanuel Macron par Laurent Delahousse. C'est le coup de gueule de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur RMC. Écoutez Bourdin qui s'est emporté vis-à-vis de son collègue journaliste Delahousse. Énergie fossile, il n'y avait pas d'autres questions à lui poser. Lorsqu'Emmanuel Macron parle de la suppression, de la fermeture des centrales à charbon, il n'y avait pas de questions à lui poser sur les subventions, sur l'argent que verse l'État pour subventionner les énergies fossiles. Il n'y avait pas d'autres questions précises. Quand on fait du journalisme, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions précises. Et celui qui est en face, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre à des questions précises. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, c'est pas la peine. Ah bah oui, sinon on fait la une d'un journal papier glacé, et puis voilà.
Non, mais c'est autre chose. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs typologies d'interviews. Je suis d'accord, Delahousse n'est pas Bourdin, c'est clair. C'est pas une question de Bourdin. Il a pas posé, il y a des tas de gens qui disent, il a pas parlé des migrants, il a pas parlé. Oui, il y a plein de sujets qui n'ont pas été évoqués, c'est vrai. Mais même ceux qui ont été évoqués, enfin, Eric, encore une fois, je le dis, la forme, la dimension singulière, le fait que du côté de l'Élysée, on se dise, on va changer les codes, c'est leur jeu, c'est leur métier. Je veux dire, on va parler autrement, on va essayer de pas se faire cornériser, on va prendre le temps, on va être mis en valeur. C'est leur boulot. Le boulot de la chaîne, même quand c'est le service public, et a fortiori quand c'est le service public, c'est de proposer autre chose et de se mettre au service des téléspectateurs. On va arrêter là parce que je dois prendre mon... Voilà, Bourdin énervé ce matin Nasser contre Delahousse qui estime qu'il n'a pas posé les bonnes questions et qu'il a été mauvais en l'occurrence. Oui, mais il a raison. Je trouve que mais le problème c'est que les journalistes qui sont sélectionnés, j'ai l'impression que les questions n'ont rien à voir avec l'actualité. C'est qu'aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure, je veux dire mon avis tranché, quand je parlais des SDF, c'est qu'aujourd'hui ça fait des années qu'on nous parle de régler la situation des SDF. Aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Il n'y a pas un mot sur la question des SDF. Il y a toujours autant de morts chaque année et aujourd'hui on est toujours dans la même situation. C'est pour ça que je trouve ça lamentable qu'aujourd'hui qu'on prenne des journalistes qui ont donné les réponses, je veux dire qui ont lancé et donné les questions à Macron pour qu'il prépare ses réponses. Voilà, à un moment donné, il faut que chacun aussi prenne ses responsabilités sur le rôle qu'il a face au président de la République, c'est tout. Dans la rubrique coup de gueule, encore invité hier du Grand Direct sur Europe 1, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur sa prestation dans l'émission politique, vous en souvenez, et surtout sur Léa Salamé, Nathalie Saint-Cric. Il en a remis une couche hier, écoutez. Votre note de blog qui a suivi le lendemain, vous avez évoqué en parlant de Léa Salamé qui présente cette émission, des liens familiaux, politiques et communautaires, ça a été incompris ou mal compris, je n'en sais rien. Que vouliez-vous dire exactement avec ce Alors là, ce mot communautaire ? c'était marrant parce que il y a le corporatisme, mais en béton armé de la caste. Il cherchait la faille parce que c'était une honte. Tous les journalistes se rendent compte que c'est une honte de faire des traquenards pareils à l'égard d'un homme politique. On discute de l'international, on leur dit avant, écoutez, s'il vous plaît, pas le Venezuela, on croyait que c'est une blague, nous. Hein, on dit, il y a la Corée du Nord qui fait des armes nucléaires, machin, bam, Venezuela. Et tout était comme ça. Le choix de ce... Oui, attendez, ça vient, vous inquiétez pas, mais on va pas passer notre temps à touiller la soupe de ces messieurs-dames qui ont eu droit à une instance de rattrapage dans une autre émission de télé où ils sont venus nous faire pleurer sur le fait qu'ils faisaient leur métier et tout ça. Et nous conclurons là-dessus, allez-y. Eh ben oui, vous avez qu'à lire. Ah, vous ne souhaitez pas expliquer, ça a été très mal compris. Certains. J'ai même entendu sur le plateau de télé cette pauvre Saint-Cric dire « Oh, mais on espère qu'il ne pensait pas qu'elle est juive parce qu'elle est chrétienne et tout. » Pourquoi un tel mépris mais, en disant pauvre? Mais parce que je la plains. Je la plains d'en être là. Mais regardez, on va encore perdre 3 minutes à parler de vos collègues et de vos... Donc, qu'est-ce que je veux dire? Non, allez, on va vous donner l'explication parce que je sens que la France profonde se préoccupe de savoir ce que j'ai voulu dire à la phrase 2040 de mon post de blog. Non, mais c'est normal, il s'intéresse à tout. Donc, je pense que, vous savez ce qu'est le communautarisme? C'est quand un groupe humain attribue aux individus qui le composent, des aptitudes ou des inaptitudes qui seraient liées à la communauté. Il y a un groupe de journalistes qui se considère comme une communauté et politique. C'est-à-dire, parce qu'il est journaliste, il a raison. Et alors, tous les autres groupes, par exemple, on dit, il y a les Bretons, ils disent, nous les Bretons, on est têtus. C'est marrant, on a tous entendu ça, on connaît tous des Bretons qui ne sont pas têtus. Donc on sait que c'est une manière de dire. Mais là, c'est différent. C'est que, il s'agit d'une communauté où les gens disent, parce que je suis journaliste, donc je dis la vérité. Voilà, donc c'est la vérité qu'ils s'approprient. C'est quand même un cas unique dans les communautarismes de gens qui prétendent s'approprier la vérité. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Leur art, c'est de faire croire que dès que vous contestez une personne, vous contestez tout le groupe. Ça aussi, c'est du communautarisme. Voilà, on a voulu créer une insinuation à mon égard, parce que à intervalles réguliers, il faut me déprécier personnellement. Personne ne s'attaque jamais à mon programme, on ne s'attaque qu'à ma personne, ce qui est bien dommage. Voilà, Mélenchon pour son coup de gueule chez nos confrères d'Europe 1, Nasser. Il a raison, Mélenchon, ou pas? Oui, il a raison de le soulever, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais concernant Jean-Luc Mélenchon, parce que la polémique, elle a commencé d'où? C'est suite à l'émission qui a été sur France 2. Voilà, l'émission politique qui est organisée par Léa Salamé, et il y avait une question qui a été posée souvent sur la question du Venezuela. Et le problème, c'est qu'il aurait pas dû se comporter de cette manière-là, Jean-Luc Mélenchon. Il a eu il avait une occasion d'expliquer
concrètement la question du Venezuela pour que ça soit clair et point barre. On serait passé à autre chose. Le souci, c'est qu'on en a fait une affaire, on va dire, un conflit entre Jean-Luc Mélenchon et Léa Salamé. Il avait l'impression d'avoir été trahi parce que c'est pas ce qui était prévu. En fait. Non, on est bien d'accord. Mais ça, effectivement. Mais après, on connaît quand même les provocations des journalistes parfois. Voilà, ça c'est pas une surprise. Donc voilà, faut se préparer, il faut être patient et voilà. Allez, dans un instant, on va continuer et terminer ce zapping avec encore un coup de gueule signé Raquel Garrido et puis un retour sur ce que nous a dit Macron hier justement au micro de Delahousse, journaliste qui a été dénoncé par Bourdin ce matin. Vos appels évidemment. On va parler aussi de Macron Justiel. Alors c'est marrant parce que ça va être au lendemain de la visite en Tunisie. Donc là, il va nous faire une tournée au Maghreb. Peut-être qu'il va nous annoncer une visite aussi au Maroc début février. En tout cas, 1er et 2 février en Tunisie et 3, 4 et 5 février en Algérie. Visiblement, Macron va passer ses 5 premiers jours du mois de février au Maghreb. Bon écoutez, tant mieux. On va en parler dans un instant et puis on parlera de discrimination un petit peu. Et là aussi, je recueillerai vos témoignages. Parce qu'il y a une étude qui est sortie et qui indique que quand tu t'appelles Nasser en l'occurrence ou que tu t'appelles Mamadou, t'as beaucoup moins de chances d'avoir un logement que si tu t'appelles Sébastien ou Christophe. À tout de suite. De retour dans le LGF avec Nasser Lajili sur France Maghreb 2 et cette question que l'on vous pose aujourd'hui à laquelle évidemment vous pouvez répondre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter LGF officiel ou sur Facebook Christophe Le Grand Forum, ainsi que la question aussi sur Griezmann. Vous allez voir d'ailleurs, elle marche bien cette question sur Twitter, le joueur de foot Antoine Griezmann. La question LGF du jour donc à propos de l'Égypte, en raison de l'influence de Daesh, d'Al-Qaïda et des frères musulmans, est-ce qu'il faut craindre pour l'Égypte une scène à la syrienne? Vous répondez à cette question donc sur les réseaux sociaux ainsi qu'en nous appelant si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. Alors on va terminer notre zapping mon cher ami Nasser avec décidément c'est le week-end des coups de gueule, le 3e et dernier signé Raquel Garrido chez Ardisson hier soir sur C8. Elle s'en prend aux hommes politiques et à leur provocation à l'occasion des fêtes de Noël. Écoutez Raquel Garrido. J'en veux énormément aux provocations qui sont organisées maintenant systématiquement chaque année à cette période par un certain nombre d'hommes politiques qui clairement sont en train de jeter de l'huile sur le feu d'un début de guerre de religion. C'est leur souhait, c'est ce qu'ils veulent. Un Ménard, par exemple, on a vu dans le sujet la mairie de Béziers et la crèche de la mairie de Béziers. À Béziers, vous êtes dans le midi de la France. Il aurait pu à la limite faire quelque chose avec des santons. Mais dans la mairie de Béziers, c'est pas des santons qu'il met, c'est le bon gros bœuf, le bon gros l'âne, etc. Parce qu'il fait un acte politique qui est une provocation. Et effectivement, il ne peut pas y avoir de géométrie variable. C'est-à-dire quand il y a des revendications communautaristes religieuses, la République doit tenir bon. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a connu les guerres de religion, c'est tout. Je veux dire, pendant des siècles, c'est des milliers et des milliers et des milliers de morts. On connaît ça. Raquel Garrido, son coup de gueule, Nasser. Oui, après ce qu'elle soulève, bon, c'est pas une surprise, hein, mais moi je sais pas quoi rajouter là-dessus. Je considère que ce qu'elle soulève, bon, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. La question des politiques, on se plaint tous les jours, même dans les quartiers, dans les villes, etc. Bon, après voilà ce qu'elle soulève. Après sur la question de Béziers, effectivement, bon, on a un maire qui est d'extrême droite. C'est pas une surprise. Bon, voilà. Ouais. Hier soir, donc, invité d'une émission spéciale sur France 2, le président français a défendu ses réformes et son action. Emmanuel Macron a aussi assuré que s'il commettait des erreurs, il les corrigerait. On va écouter cet extrait d'hier soir. Sachez que je suis pleinement déterminé et à la tâche chaque jour, chaque heure, pour faire ce que j'ai promis de faire. Ensuite, il y a les aléas de notre vie, de notre environnement, en France, en Europe, à l'international. Je fais le maximum pour vous protéger, pour éviter que les conflits n'adviennent, pour éviter que nous ayons des catastrophes dont on ne connaît pas les conséquences, et puis pour essayer au mieux de préparer notre avenir commun, c'est-à-dire nous trouver partout des alliés en parlant à tout le monde, et puis vous construire un meilleur futur en travaillant à la paix, au Sahel, dans le Golfe, et à la transformation climatique. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, j'ai demandé des changements qui ont pu parfois perturber. Je sais que j'ai pu demander des choses qui pouvaient sembler non naturelles. J'espère les avoir à chaque fois expliquées. Je les réexpliquerai si elles n'étaient pas claires. Et s'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai. Parce qu'on va évaluer les choses. Donc voilà, Macron qui déclare Nasser que s'il a commis des erreurs, il va les corriger, rassurez-vous.
On va rassuré? Voir. Je suis pas très rassuré, mais on verra. Je pense que dans les prochains mois, on verra le résultat. Il faudra faire son bilan. Je pense qu'il est un peu trop tôt de faire son bilan de comment on appelle ça, d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut attendre un peu pour voir ce qui va sortir de sa politique. Parce que bon, vu comment c'est parti. Pour moi, il y a aucune surprise. C'est des présidents qui reviennent. On va dire Macron était un élève de François Hollande. Bon, après voilà, moi je vois pas de changement entre Macron et Hollande jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, même dans la forme, dans la manière dans la forme, bien évidemment, on a un jeune président qui est là, qui essaie de montrer une autre image de la France, etc. Mais après, moi, c'est pas ce que j'attends. Aujourd'hui, le chômage, il est toujours aussi élevé dans les quartiers populaires. Comment dire, les bavures policières, c'est toujours aussi présent. Les quartiers populaires souffrent de tout ce qui se passe avec des comment on appelle ça, des personnes qui se retrouvent à la rue. Donc voilà, il y a plein de trucs à régler et je pense que le jour où on va commencer à s'intéresser aux quartiers populaires, là on pourrait commencer à dire que finalement on a un président qui s'intéresse aussi à une population. Parce que faut-il peut-être rappeler au président de la République que les quartiers populaires font partie aussi de la France. Donc voilà, Christophe. Très bien. Alors, même si Mélenchon, qui est quand même, on va dire dans l'opposition aujourd'hui, quand même constate un changement par rapport à son prédécesseur, dans le sens où il dit avec Macron au moins il y a de quoi débattre, même si on ne partage pas ses idées, contrairement à l'autre Anguille. Je cite Mélenchon. Hein. Voilà. Ouais. Un autre appel par rapport à l'Égypte et à la question que l'on vous pose. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Suzanne Bessé. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai entendu pas mal de personnes qui ont parlé de le problème au sujet d'Égypte. Oui. J'ai bien remarqué chaque personne qui a parlé des problèmes de l'extérieur. Ça veut dire, ils voient l'Égypte de loin, là. J'ai pas entendu un vrai Égyptien qui parle de l'Égypte, et qu'est-ce qu'ils font vers l'Égypte. Moi, je t'ai dit, je vais parler moi-même parce que je suis d'origine égyptienne. Oui. Et je peux te confirmer que mon père, il était colonel de l'armée égyptienne, qu'il a fait 4 guerres. Et il est mort maintenant. Je te parle de l'Égypte maintenant, qu'est-ce que je pense. Tu me donnes 30 secondes. Je suis pas d'accord totalement par rapport aux autres pour une seule raison. Il faut que l'Égypte passe par les problèmes de la Syrie, vraiment, pour régler les problèmes palestiniens. Il faut qu'il passe par là. Et je ne souhaite pas, mais elle va passer par là. Comme la Syrie l'a passé par là, comme la Libye l'a passé par là. Pour régler les problèmes des Palestiniens, pour l'Égypte, il passe par là. Tu vas me dire comment? Allô? Oui, comment? Comment? C'est simple, c'est très simple. C'est un plan qui a été fait en planning, qui a été fait sur plus de 70 ans. Comment? Là, entre la frontière avec Israël, c'est qui? La Jordanie actuellement, et l'Égypte, qui sont tranquilles. On ne parle pas de la Syrie. Actuellement, en Jordanie, l'extrême musulman est en train de monter. Ça, c'est un côté. L'autre côté, l'Égypte, il a beaucoup de problèmes actuellement. Oui. C'est pas. Si tu as marqué, l'armée égyptienne est en train de s'armer actuellement fort, en train d'acheter des armes partout. Pourquoi? L'Égypte, il a un problème. Elle a des problèmes de l'eau bientôt avec l'Éthiopie, qui a le droit, normalement, l'Égypte, 55 milliards de mètres cubes de l'eau annuelle. Maintenant, elle a 25 milliards à partir de l'année prochaine, à cause des grands barrages de l'Éthiopie, qui va faire un problème grave, économique grave. Les djihadistes qui étaient en Syrie, au Raqqa, ils sont partis où? Ils sont partis au Sinaï. Il faut faire tomber l'armée égyptienne devant, pour qu'il n'arrive pas à contrôler la frontière égyptienne. Pourquoi? Le moment où l'armée égyptienne n'arrive pas à contrôler de la frontière égyptienne, qu'est-ce qui se passe? Il faut même déclencher une guerre à l'extérieur pour l'armée ou n'importe. Il faut que l'armée égyptienne qu'il tombe. Là, d'un côté, tu ne contrôles pas la frontière égyptienne. Là, tu vas provoquer Hamas pour les Israéliens et l'attaque Gaza comme avant. Mais cette fois, il n'y a pas de frontière. Qu'est-ce que ça va passer au peuple palestinien? Ils vont aller au Sinaï. Et là, l'armée israélienne, elle va arrêter à la frontière égyptienne. Ça veut dire la terre palestinienne, Gaza, ça sera pour Israël. Avant, si tu te rappelles très bien, avec Moubarak, quand il y a une guerre au Gaza, qu'est-ce qu'il fait Moubarak? Il ferme la frontière. Pourquoi?
Parce que l'armée israélienne, elle veut pousser les Palestiniens qu'ils aillent en Sinaï. Ils ne reviennent plus. L'autre côté, le Jordanie, de l'autre côté, t'en as les frères musulmans, ils montent. Il faut faire tomber le royaume de la Jordanie avec les frères musulmans. Le moment qu'ils tombent, qu'il n'y a pas de contrôle à la frontière, on va chercher les prétextes avec les Cisjordanie pour qu'on frappe, ça aussi comme Gaza, qui fait pousser les peuples palestiniens qui traversent la frontière en Jordanie. Et là, la terre palestinienne, 100%, il est dans la main d'Israël. C'est tout ce qu'ils cherchent. Très bien. Bon, analyse un peu confuse, je dois le dire, mais entendu en tout cas, mon cher ami, et intéressant de l'avoir eu. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur le sujet et répondre à cette question. Alors on va maintenant, si vous le voulez bien, partir du côté de l'Algérie, puisqu'on a appris que l'Élysée avait finalement fixé la date de la visite d'État promise par Emmanuel Macron à Alger. Selon des sources proches des services de sécurité algériens, c'est le 3 février qu'Emmanuel Macron se rendra donc à Alger pour la deuxième fois depuis son élection. Cette fois, la visite est qualifiée d'officielle et non amicale, comme lors de son passage furtif le 6 décembre dernier selon un site d'information proche des généraux algériens. Macron passera 3 jours auprès de son hôte Abdelaziz Bouteflika, une visite qui devrait donc ainsi satisfaire le régime algérien qui a mal vécu les 7 heures que Macron lui a consacrées la dernière fois. On peut le comprendre, les responsables algériens resteront-ils coincés dans le passé ou ont-ils saisi la leçon de Macron qui veut définitivement tourner la page? Visiblement, il sera avant tout question des crânes des résistants algériens indûment conservés par la France, rappelons-le, au musée de l'Homme à Paris. Le président français a beau vouloir tourner la page, il n'y échappera pas, quitte à reléguer au second plan le partenariat économique, car si des centaines de jeunes ont accueilli Macron le 6 décembre dernier au cri de « Donnez-nous des visas », c'est bien parce que la jeunesse algérienne peut-être se sent condamnée à chômer. C'est donc sur la coopération économique que l'accent devrait être mis, donc sur cette visite d'État qui commencera pour cette tournée début février par la Tunisie, Nasser. Donc Macron, Tunisie plus Algérie. Est-ce un moyen justement pour passer des beaux contrats, puisque des contrats en perspective avec l'Algérie, pour remettre un petit peu, redorer un petit peu cette alliance qui existe entre la France et l'Algérie. Et on se souvient évidemment de ces déclarations durant la campagne électorale qui avait fait beaucoup de bruit ici en France, vous vous en souvenez, à propos de la colonisation. Bien sûr. En tout cas, les Algériens, eux, n'ont pas oublié, même si Macron tente de vouloir tourner la page, les Algériens en tout cas vont, croyez-le, lui rappeler à l'occasion de cette visite. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette visite et en Tunisie et en Algérie d'ailleurs? Oui, bah après bon, ce qu'il faut peut-être retenir, j'espère tout simplement que la France pourra travailler en collaboration bien évidemment avec l'Algérie, la Tunisie pour qu'il y ait un développement économique dans le pays, parce que bon, effectivement, tout à l'heure il y a eu un témoignage d'un auditeur où il nous parlait que voilà, les Algériens on n'a pas besoin que les Algériens viennent en France et qui là quand on parle de réclamer des visas, est-ce que réellement c'est cette question-là qu'il faudrait peut-être aborder? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a du travail. L'Algérie a un avenir meilleur, je pense réellement, et que j'espère tout simplement que l'économie du pays va se développer pour la population, ce qu'elle en attend de beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère tout simplement que cette visite va servir à formaliser, on va dire, des progressions pour le peuple algérien. Et en tout cas, effectivement, il risque d'y avoir quand même des annonces importantes, puisque Macron a promis de revenir avec des choses concrètes concernant justement cette histoire des crânes qui sont indûment conservés par la France au musée de l'Homme, musée de l'Homme, oui, à Paris. On y reviendra, bien sûr. Ça sera donc, je rappelle, la date officielle de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Algérie, le 3 février, et on annonce une visite de 3 jours. Et il passera 2 jours auparavant en Tunisie, 1er et 2 février. C'est pas oui, parce que c'est vrai que les Algériens ont très mal supporté cette visite furtive de 7 heures là, c'est en scandaleux. Algérie. Bien sûr. Voilà. Moi, je trouvais que c'était vraiment scandaleux. C'est pas normal qu'on vienne 6 heures et on repart tout de suite après, quoi. Ouais. Un minimum de respect. Bon. Alors maintenant, on va parler, si vous voulez bien, d'un sujet qui vous concerne tous, et là vous pourrez peut-être aussi apporter votre témoignage. On va parler de discrimination à présent. Pour obtenir un logement dans le secteur privé, il fait bon de s'appeler Sébastien plutôt que Mohamed ou Désiré. Selon une nouvelle étude portant sur la discrimination à l'accès au logement locatif publiée ce vendredi, réalisée par le laboratoire de recherche CNRS Travail et Emploi et Politique
public. Des personnes ayant des origines supposées maghrébines et africaines ont 26% à 32% de chances de moins de visiter un logement à louer dans le cadre d'une testing d'une ampleur inédite réalisée par 4 chercheurs des universités de Bourgogne, Franche-Comté, Marne-la-Vallée et Le Mans. Les profils de 8 faux candidats ont été élaborés afin de répondre à plus de 5000 annonces de location du parc privé émanant de particuliers et d'agences immobilières dans 50 villes, tous recherchaient un 2 pièces F2 vide ou meublé, loué environ 500 € par mois. Le profil neutre, sans consonance étrangère de Sébastien recevait 14% de réponses positives en vue de visiter un logement, tandis que celui de Mohamed en obtenait que 10,1% de réponses, ce qui équivaut à 26,7% de chances en moins entre les deux profils. Même quand le candidat d'origine maghrébine est fonctionnaire, le taux ne remonte qu'à 10,7%. Le profil africain maintenant de Désiré a obtenu 9,44% de succès, soit 32,5% de chance en moins. Si les discriminations sont présentes partout, c'est Nice, Paris, Poitiers, Rouen, Bordeaux, Lorient, Nîmes, Pau, Reims et Montpellier qui sont parmi les moins discriminantes donc selon l'étude, contrairement à Perpignan, Limoges, Valenciennes, Avignon, Nancy, Amiens, Béthune, Le Havre, Orléans et Caen. Une enquête de perception sur le même sujet a été publiée ce 14 décembre par le défenseur des droits. Sur 1000 personnes qui ont cherché un logement à louer dans les parcs privés et sociaux au cours des 5 dernières années, 14% disent avoir été discriminés. Dans cette quête, ce taux grimpe à 40% chez les personnes perçues comme noires, 30% comme arabes, 24% pour les mères seules et 19% pour les personnes en situation de handicap. Les hommes vus comme blancs et diplômés ne sont que 5% à se plaindre de discrimination. Les démarches entreprises pour faire valoir leurs droits par les personnes qui déclarent avoir été confrontées à une discrimination lors de leur recherche de logement restent peu fréquentes. Avec 11% des personnes concernées, indique le défenseur des droits. La difficulté donc de la preuve, de la complexité peut-être des procédures ou encore des délais souvent dissuasifs restent souvent des obstacles insurmontables en l'absence de solides accompagnements. Voilà sur ce que je voulais dire. Donc là, ce sont là des chiffres concrets, Nasser. Aujourd'hui, quand tu recherches un emploi, d'ailleurs, ça équivaut aussi pareil. C'est la même chose. Quand tu recherches un appartement ou que tu veux même, parce que j'ai lu aussi une autre étude qui a été faite sur le prêt bancaire, eh bien les prêts bancaires, pareil. Quand tu t'appelles Sébastien, t'as plus de chances d'en obtenir un que quand tu t'appelles Mohamed. Bien sûr. D'ailleurs, à situation équivalente. Donc, la discrimination est bel et bien présente aujourd'hui dans ce pays qui s'appelle la France. Mais bien sûr. Après, ce qu'il faut retenir, bien évidemment, c'est que c'est triste qu'aujourd'hui on regarde pas les qualités des personnes concernant l'emploi. Ça veut dire qu'on regarde pas les compétences et les qualités des personnes qui vont postuler à un emploi. Sur la question du logement, est-ce qu'il faut peut-être rappeler aujourd'hui qu'il y a des villes qui préfèrent payer des amendes que construire du logement social, oui. Mais bien évidemment. Aujourd'hui, si on est dans cette crise, c'est tout simplement parce que des villes ne respectent pas la loi. Et aujourd'hui, après, on va réclamer. Et on voit que notre pays est très malade aujourd'hui. Je veux dire, malade, est très mal à l'aise sur ces questions-là. Le racisme a toujours été présent, les discriminations ont toujours été présentes. On voit là, aujourd'hui, maintenant, concrètement, j'espère tout simplement qu'on aura un gouvernement, et ce gouvernement, surtout, faut qu'elle prenne ses responsabilités sur comment faire en sorte de sanctionner ce genre de discrimination et qu'on respecte les personnes selon leur qualité, on va dire, professionnelle. Quand on parle de professionnel, ça veut dire les qualités, les études qu'ils ont pu faire, tous ces points-là. On est bourré de personnes qui sont diplômées, on va dire, je veux dire, qui ont des diplômes supérieurs dans les quartiers populaires et ils sont au chômage aujourd'hui. Certains sont des animateurs, donc ils ne profitent même pas, malheureusement, de leurs compétences parce que tout simplement ils ont du mal à trouver du boulot. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça qu'il faut que ces politiques, ceux qui sont au pouvoir, fassent leur travail correctement. Témoignage, 01 40 33 9000, vous avez peut-être été confronté à ce que l'on peut appeler de la discrimination, que ce soit d'ailleurs pour une recherche de logement, comme on vient de le citer au travers de cette étude, mais aussi par rapport à une recherche d'emploi, par rapport à un crédit bancaire, par rapport à plein d'autres choses. D'ailleurs, vous pouvez nous donner votre témoignage parce qu'il est intéressant, bien sûr, au 01 40 33 9000. Nasser. J'ai une anecdote. Oui, Christophe. J'ai une fille qui est de Gennevilliers, qui travaille dans une grande boîte de téléphonie. Oui.
Elle porte le voile. Elle porte le voile. Elle travaille dans une société où il y a énormément de monde. Et un jour, il y a une personne, d'ailleurs, qui ne travaille pas dans son service, qui lui dit tout simplement, tu sais, ce que tu portes sur la tête, c'est interdit. Donc la fille n'a pas fait attention à sa remarque. Ce qui s'est passé, c'est que elle a pas laissé comment dire elle a laissé passer cette remarque, et au fil du temps, au bout de 2 mois, la même personne qui l'avait quand même critiqué sur son voile est venue le voir en lui disant finalement, tu sais que ton voile ne me gêne plus, je le regarde même plus, je regarde tes compétences. Et elle a réussi à gagner, on va dire, sa confiance par rapport à son professionnalisme qu'elle a pu montrer à cette personne. Voilà, c'est pour ça que c'est un vrai travail de fond. Il faut être patient parfois, mais c'est une mentalité à l'anglo-saxonne. C'est ça, tout à fait. Mais elle a été elle a été très professionnelle sur ce domaine. Ouais. En tout cas, beau témoignage dans le cadre de Libertad, pourquoi pas dans un instant. 01 40 33 9000. Le temps passe vite, messieurs dames, oui. Et on va vite passer au coup de cœur de notre ami Nasser Lajili, parce qu'il va nous parler de sport. Oui. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et oui, parce que hier, la France est championne du monde de handball, mon cher ami Nasser. C'est ça, tout à fait. Moi, c'était juste pour leur rendre hommage. On a une équipe de France qui est assez cosmopolite, à l'image de la France. Ça veut dire divers et variés. Moi, franchement, ça m'a fait super plaisir de les voir gagner cette Coupe du Monde. Je voulais tout simplement les féliciter, et surtout parce qu'en plus, c'est des femmes qui se sont battues pour essayer de gagner cette coupe, parce qu'on les donnait, on pensait pas qu'ils allaient gagner cette Coupe du Monde, et franchement, je souhaitais leur rendre hommage et leur dire bravo. Elles l'ont fait, bravo à elles en tout cas, et elles sont championnes du monde, ces femmes, ces handballeuses de l'équipe de France, bravo à elles en tout cas. Il est 17h48, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le LGF dans un instant avec ce moment d'ultra liberté sur France Maghreb 2, ça s'appelle Libertad, et ça débarque dans un instant. LGF, le grand forum, et vous continuez évidemment de répondre à cette question du jour à propos de l'Égypte et des craintes que l'on peut avoir sur une scène à la syrienne pour ce qui est de l'Égypte, en vue de l'influence de Daesh, de Al-Qaïda, ou encore des frères musulmans qui se sont quelque peu radicalisés pour le coup. Eh bien, vous répondez à cette question. Et puis la question sur Griezmann. Alors j'avoue que j'avais pas tout compris, cher ami Nasser, sur Griezmann. Alors qu'est-ce qu'il a fait exactement cette nuit? Il a posté une photo? C'est ça, il a posté une photo où il est déguisé, où il s'est déguisé il a pris une photo, il s'est déguisé en noir, et ce qui s'est passé, c'est que c'est un blackface. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Il y a un témoignage qui a été bon, parce que beaucoup de gens se posaient la question, mais pourquoi, etc. On fait autant de polémiques, parce que historiquement utilisé. Il y a un commentaire qui a été laissé, et il disait que historiquement c'était utilisé dans les films et au théâtre quand ils ne voulaient pas juste payer des acteurs noirs. Bon, voilà, ils prenaient des blancs et les déguisaient en noir, mais c'était hyper caricatural et évidemment raciste. Donc il l'a supprimé, hein. Voilà, donc continuer à faire ça aujourd'hui, c'est non. Bon, voilà, et il l'a supprimé, bien évidemment. Il l'a supprimé, mais en tout cas, est-ce que ça vous choque? Vous répondez à cette question par rapport à Antoine Griezmann sur Twitter, LGF officiel. Allez, mes amis, c'est parti pour ce que vous aimez, ce que nous aimons. Libertad sur France Maghreb 2. Libertad, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez le dire en toute liberté en nous appelant maintenant, tout de suite, au 01 40 33 9000, où que vous soyez, aussi bien à Marseille, à Dijon, Clermont-Ferrand, partout en France ou à l'étranger. 01 40 33 9000, faites-moi exploser ce standard. Allô, bonjour. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom, monsieur? Salim de l'Essonne. Salim, qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais réagir au propos de Karim. Oui. Il disait qu'il était tout à fait d'accord pour que la France accueille les réfugiés des pays en guerre, que ce soit la Syrie, la Libye et autres. Ouais. Là-dessus, je rejoins tout à fait son avis. Mais par contre, ce dont je suis d'accord avec lui, c'est que les jeunes qui vivent en Algérie et qui demandent un visa, je comprends pas le fait que ces jeunes-là veulent venir en France, alors qu'il y a suffisamment il y a quand même 6 millions de chômeurs en France, enfin plus de 6 millions de chômeurs, enfin je sais pas combien exactement, qui demandent du travail, et alors que on pourrait pas proposer suffisamment de travail à ces gens-là, quoi. Ok, Salim, merci à toi. Merci.
Salut à 01 40 33 9000. On voit que ce sujet fait parler, hein, Nasser. Oui. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Miaou. Ah, notre petit chat préféré, ça faisait longtemps. Bah oui. Il appelle de temps en temps pour nous dire qu'il est là. Il sort les griffes de temps en temps aussi, hein, lorsqu'il faut. On le salue, notre petit chat. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Moi, je m'appelle Ben de Orléans. Salut Ben d'Orléans. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, Ben? Impeccable. C'est juste pour un petit commentaire. C'est tout à l'heure sur l'Égypte. Oui. Moi, je pense que l'Égypte lui arrivera à rien du tout. Aujourd'hui, ils ont je respecte beaucoup les Égyptiens, pas de problème là-dessus, mais ils ont un gouvernement qui est quand même assez collabo. Oui. Alors, je pense pas qu'il leur arrive à quelque chose. Merci Ben pour ton avis, en tout cas. Allez, merci, bonne soirée. N'hésite pas à nous transmettre ton avis en votant et en participant à la question LGF du jour sur Twitter, LGF officiel, sur Facebook aussi. Christophe, le grand forum 01 40 33 9000, c'est Libertad pour terminer cette émission en toute liberté. Vous nous appelez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, en tout cas vous pouvez le faire en toute liberté pour saluer Nasser, pour nous passer un petit bonjour à la personne de votre choix, pour nous dire un petit peu ce que vous allez faire durant ces vacances de fin d'année. Beaucoup partent d'ailleurs, Nasser, oui. Pour ces fêtes de fin d'année. Ils vont reprendre un peu de soleil, de vitamine D, quoi. Exactement, c'est en ça. Partant notamment, je sais pas, moi ça peut être en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou ça peut être aussi aux Maldives, tiens, pourquoi pas. Mais exactement, mais d'ailleurs, c'est des pays qu'il faut aller visiter. Ah oui. Moi je reviens de Zanzibar au mois de j'étais au mois de septembre là-bas, là c'est la classe. Vraiment très classe. C'est un pays à visiter, je vous invite à le faire. Et voilà, vous allez voir aussi la beauté naturelle qu'il peut y avoir dans cette île de Zanzibar. La beauté naturelle à l'image de nos auditrices qui écoutent France Maghreb 2. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Ali de Reims. Bonsoir Ali de Reims, comment ça va Ali, on t'écoute. Très très bien, j'ai suivi tes conseils, je suis parti sur Facebook et j'ai vu la tête à Nasser et je veux dire que c'est un beau gosse. Ah ouais, beau gosse Nasser. Voilà, donc allez sur le Facebook pour voir Nasser. C'est gentil. Bon voilà. Écoute, merci à toi en tout cas Ali, hein. Merci à toi. Allez voir son Facebook, donc le beau gosse Nasser Lajili qui est avec nous. Ah bah attends, c'est Ali qui le dit, hein. C'est Ali qui le dit. Donc si Ali le dit, hein, forcément. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, Hicham de l'Essonne. Salut Hicham. Pour Zanzibar. Oui Hicham. J'ai été une mention spéciale pour ce pays-là. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et il faut y aller. Et c'est une culture. Il y a beaucoup d'histoires aussi sur l'esclavage. Exactement. Franchement, je le recommande à tout le monde. Il faut y aller. Il faut aller voir. C'est un pays musulman. C'est vrai. On voit les enfants aller à la madrasa tous les matins. C'est vraiment, franchement, c'est magnifique. Hicham, tu pars en vacances ou pas? Pas maintenant, mais peut-être pour le mois de mars-avril. C'est quoi ton prochain voyage? Si tout se passe bien, ce sera la Malaisie. Ah, pas mal. Je suis parti en Malaisie. Moi aussi j'ai envie d'y aller. C'est un magnifique pays, la Malaisie. Vous allez voir aussi la culture et surtout... les personnes sont très très accueillantes là-bas et pareil, c'est une beauté naturelle qu'on peut pas trouver ailleurs. On voit après chacun a son charme. On m'a dit que les îles fermaient à certaines périodes. On m'a dit qu'il faut faire attention à ça. Bah là c'est les bonnes périodes, décembre jusqu'à avril et même juin, juillet vous pouvez y aller. C'est très très bien. Il fait pas très chaud. Par contre il y a beaucoup d'humidité. Faut faire très attention parce que si vous partez en famille, prévoyez tout ce qui peut rendre malade les enfants et autres. Bon, dis-moi. En tout cas, j'encourage les gens à voyager et à découvrir de nouvelles cultures. C'est vrai, c'est important. Super important. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans le médical. Dans le médical, ça rapporte visiblement alors. Non, la vie est une question de priorité. Après, non, je rigole, je plaisante. Merci à toi en tout cas, merci Hicham. Par contre... Ciao, continuez comme ça, c'est génial. Merci Hicham, oui Nasser. Je voulais juste te dire un truc sur la question de Zanzibar. Si vous partez à Zanzibar, je vous conseillerais par contre, parce que pour moi c'est très important. Il y a beaucoup, c'est un pays, c'est une île où il y a beaucoup de pauvreté, et il faut absolument, si vous partez là-bas, acheter des stylos, des feuilles, et ça pourra faire plaisir à tous les habitants de Zanzibar, surtout les enfants qui sont en attente de tout ça. France Maghreb 2, bonsoir. Allô.
Bon, ça a raccroché par ici. 01 40 33 9000, c'est bien, ça voyage du côté de chez nos auditeurs, c'est parfait ça. Bravo à vous en tout cas. 01 40 33 9000 pour les derniers, pour aujourd'hui, pour ce lundi soir, pour le Libertad, bien sûr. France Maghreb 2, bonsoir. Miaou, miaou. Ah bah oui, il est revenu. Bah voilà. Il revient souvent. Maintenant, faut aller te coucher maintenant. Ça y est, c'est l'heure. Ça suffit là. Dehors maintenant. 01 40 33 9000. Bien sûr. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom? Najette de Paris. Bonsoir Najette. C'est avec vous qu'on va terminer. Je vous appelle par rapport au spectacle du 16 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre? Au Cabaret Sauvage a été formidable. Ah, les 20 ans. Biouna aussi a été formidable. Qui a été formidable? Pardon, j'ai pas compris. Biouna aussi a été formidable. Elle y était, oui, j'ai vu. Ah oui, oui, elle y était. Elle a été présente, un spectacle superbe et on encourage encore Monsieur Azaïch à faire des choses bien. Il est quelqu'un de bien. Merci beaucoup Najette. C'est vrai que c'était sympa. Il paraît que j'ai du monde qui était. D'abord, c'était complet. Et oui, mais j'ai été sans billet, vous savez. Et je tente ma chance. Il y a des gens qui venaient avec des billets. Et puis voilà, je demande à chaque famille, avez-vous un billet? Avez-vous? Et j'ai réussi. Ah super. Dites donc, la persévérance, ça paye. Et un miracle presque. Bon, et vous avez passé une bonne soirée alors, à vous en croire. Une superbe soirée. Eh ben super. En tout cas, merci. Est-ce que vous avez remarqué quand même que excusez-moi la petite touche personnelle, mais celui qui joue de la percussion, la Derbuka et tout ça, franchement, il est pas top. Oui, mais le fils de, je sais pas, je me rappelle pas de son nom. C'est un Marchaoui, il s'appelle. s'appelle. Le fils de Courtby, non? Ah non, pas du tout, non, c'est un Marchaoui, c'est de la famille. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ah non, mais oui, mais l'orchestre est formidable, oui, même absolument. le guitariste. Oui. Ce sont des professionnels formidables. Exactement. Bah merci Najette en tout cas, et ravi que vous ayez passé une bonne soirée samedi soir. Oui, là et puis donc il y a aussi, semble-t-il, le spectacle Femmes d'Algérie le 20 janvier, absolument. Avec Farhad Massi et tout, donc on aura des places à vous offrir, vous inquiétez pas. On encourage les gens à partir, le lieu est magique. C'est vrai. Et très familial aussi. Merci beaucoup Najette, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Et ainsi se termine cette émission. Nasser, je te souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup Christophe, et on se voit, j'espère, à la rentrée l'année prochaine quoi. Avec grand plaisir. Voilà, bonne année et plein de bonnes choses pour toutes les familles, parce que j'aurai pas l'occasion de vous le dire avant. On va la profiter, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et dans un instant, évidemment, l'excellent Medjed pour la suite sur France Maghreb de jusque 20h, et demain on sera avec Océnaras entre 16h et 18h. Passez toutes une excellente soirée avec le flash de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Après les messes et les recueillements hier et avant les obsèques prévues jeudi, nouveau moment chargé d'émotions pour les collégiens de Millas dans les Pyrénées-Orientales. Les élèves ont repris les cours 4 jours après l'accident qui a coûté la vie à 5 de leurs camarades. Leur bus scolaire a été percuté par un train à un passage à niveau. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, une large coalition d'associations a saisi le défenseur des droits, Jacques Toubon, pour dénoncer l'application d'une circulaire du ministère de l'Intérieur qu'elle considère comme un contrôle généralisé des étrangers dans des lieux privés. Si le texte fait débat, différentes mesures suggèrent que la politique française sur l'immigration se durcit. Le tribunal administratif de Montpellier enjoint la ville de Béziers, dans l'Hérault, à retirer la crèche de Noël installée dans le hall de sa mairie sous peine d'une astreinte de 2 000 € par jour. Le maire, Robert Ménard, avait refusé de supplier à l'ordre du préfet de l'Hérault. La Commission européenne ouvre une enquête contre le Suédois Ikea, le numéro 1 mondial de l'ameublement, soupçonné d'avoir bénéficié d'avantages fiscaux indus de la part des Pays-Bas. Ikea se défend et estime avoir été imposé conformément aux règles de l'Union européenne. En Allemagne, Angela Merkel espère conclure les discussions avec le SPD, les sociodémocrates, d'ici mi-janvier pour lancer les négociations officielles et former une grande coalition au mois de mars. La chancelière allemande cherche à mettre sur pied un gouvernement de coalition depuis sa réélection fin septembre. À une semaine du réveillon de Noël, le budget des Français pour Noël est en baisse par rapport à 2016, selon un sondage. Le budget moyen des cadeaux est cette année de 453 €, moins que l'an passé, 473 €, mais plus qu'en 2015, 415 €. 43% des Français passeront le plafond des 500 € et 11% resteront sous la barre des 100 €. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France
Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb